Je pense que ça me fait rire, c'est ne pas avoir trop de graphiques. Et moi, je le vois souvent chez les débutants. Ils viennent me voir, ils me disent « Mais Madame Chazal, ça fonctionne pas. Pourquoi ?» Et je vois le graphique et il est complètement bariolé. J'ai vu des personnes faire des crédits pour faire du trading. Alors là, tout de suite, on vous le dit, ne faites jamais ça, c'est la pire des choses à faire. Parce qu'on dit, je trade sans stop loss, je gagne plus d'argent, quand j'ai le stop, je vais me faire toucher, après ça revient dans le bon sens. Qu'est-ce que tu penses de ça? Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la chaîne YouTube UGK Trading dans les locaux d'IG avec Maeva Chazal, directrice commerciale donc chez IG, un broker international. Et Maeva qui travaille chez un broker depuis plus de 10 ans, donc qui a vu passer un certain nombre de clients, des clients qui ont perdu de l'argent, des clients qui ont gagné de l'argent et des clients notamment, il faut bien le dire, qui ont fait aussi des erreurs dans leur trading, des erreurs lorsqu'ils passent des trades. Et on va voir ensemble, sauf erreur de ma part, tu vas me confirmer ça, 10 erreurs que tu as pu voir assez fréquemment chez les traders, notamment particuliers. Comment tu vas, Maeva? Est-ce que tu peux aussi peut-être te présenter très rapidement? Bonjour Faustin, merci de nous retrouver pour cette vidéo. Effectivement, ça fait 10 ans que je suis des clients et je me rends compte qu'il y a des erreurs quand même très communes qui reviennent assez souvent. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire le point là-dessus, comme ça permet à tout le monde de ne pas tomber dans ces écueils. Et on va rentrer dans le détail alors. Ah bah, on rentre directement dans le détail. Alors quelle est la première erreur, peut-être la plus fréquente, si on peut commencer dans cette ordre-là, des traders notamment que tu as pu accompagner, que tu as pu voir avec ton expérience? Alors la première erreur, c'est de ne pas avoir de plan de trading. C'est-à-dire d'y aller un peu à tâtons et de ne pas savoir ce qu'on veut faire, quelle taille de contrat, quelle taille de position, quel marché. Donc ça, premier point, le plan de trading. Et je te rejoins là-dessus dans le sens où on a tendance à l'oublier, parce qu'aujourd'hui, on voit que le trading, c'est accessible, on va dire assez facilement, mais ça reste avant tout un métier, donc il faut avoir un plan, il faut être structuré. Et c'est vrai que si vous lancez dans le trading sans aucun plan de trading, sans être structuré, en voyant ça un petit peu comme un jeu, c'est la pire des erreurs. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui tombent malheureusement dans ce piège-là. Et je pense que c'est bien de le rappeler. Est-ce que tu as une anecdote peut-être par rapport à ça? Petite anecdote. Alors, moi, j'ai quelque chose qui fonctionne très bien avec les clients parce que j'ai des clients qui parfois font l'effort de faire ce plan de trading mais ne le suivent pas. Ouais. Et ce qui fonctionne pas mal, j'ai un client qui affichait ça à côté de ses écrans. Et donc, il avait vraiment son plan de trading accroché à côté. Et dès qu'il sentait qu'il allait sortir un petit peu des rouages, il regardait et ça lui permettait de se recentrer. Donc ça, c'était assez efficace. Mais c'est une bonne idée. Et puis même des sites en ligne, je crois, qui existent, sans faire de ma part, ou même simplement avoir un document voilà. Word tout bête avec des lignes. Pourquoi on rentre sur le marché? Est-ce qu'on est dans les bons horaires? Est-ce que c'est le bon produit? Est-ce que les spreads sont intéressants? Il y a tout un tas de règles là-dessus. On est d'accord. Quelle est du coup la deuxième erreur dans les trades de vos clients? Deuxième erreur, déplacer son stop. Ça arrive hyper fréquemment. Je t'explique le cas de figure. Je suis convaincue que le marché va revenir dans le bon sens et donc je décale. Et je m'auto-convainc que non, mais il ne faut pas que je me fasse couper. Et en fait, le problème, c'est qu'en décalant son stop, on va arriver à une perte qui est beaucoup plus importante que ce qu'on avait prévu initialement et rien ne dit que le marché va vraiment se retourner. Et en fait, on creuse la perte. Donc vraiment, erreur très fréquente et qui est vraiment très gênante et très impactante dans le trading. Et avec ce type d'erreur, on ne peut pas envisager de gagner sur le long terme. Et ça revient aussi, au final, c'est lié avec la première erreur que tu as donnée, le plan de trading. Voilà. On se fixe un plan, on va se dire je risque 1%, 0,5%, peu importe selon ce que vous avez prévu. Mais si après vous déplacez votre stop loss, votre risque n'est plus géré. Donc en fait, votre plan de trading et ce que vous avez structuré, en fait, ça vaut rien. Donc il y a aussi une partie de psychologie là-dedans. Est-ce que tu peux peut-être expliquer pour les débutants qui suivent cette chaîne ce que c'est qu'un stop loss, un petit peu les différentes ordres de stop que vous proposez avec IG? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stop? Un stop, c'est finalement une protection si jamais on a tort et qu'on n'a pas anticipé le fonctionnement du marché, les variations du marché. Donc, on va avoir deux systèmes. On va avoir une limite qui va couper la position en gain et on va avoir un stop qui va couper la position en perte. Les stops chez IG, il y a 3 types de stops. Il y a le stop standard, celui qui est utilisé par tous les traders. Le stop suiveur qui, lui, en fait, va suivre le marché. Donc, il va se réajuster justement en fonction de la fréquence qu'on aura choisie et le stop garanti. Le stop garanti qui est hyper pratique parce que là, c'est vraiment comme une prime d'assurance. Quelles que soient les variations sur le marché, on est certain d'être exécuté exactement au niveau qu'on souhaitait. Donc, notamment pour ceux qui investissent sur les actions et qui ont peur des variations à la réouverture le lendemain matin, ou alors si on investit par exemple dans une période d'annonce économique où on va avoir une volatilité exacerbée, et dans ces moments-là,
on est sûr de ne pas avoir de perte supérieure à ce qu'on avait envisagé. Typiquement, si on a un gap, par exemple, on a un stop loss au milieu de rien. Sur un stop loss classique, on n'est pas exécuté. On a un stop loss garanti, même au milieu de rien. Vous exécutez l'ordre, mais ça a un certain coût, il faut quand même le rappeler. Et c'est payant seulement s'il est touché. Donc c'est l'avantage, c'est que si jamais finalement on déboucle la position manuellement, pas de... et s'il sert, là on le paye. Et c'est généralement un extra spread, donc peut-être un point de plus sur le spread, ce genre de choses. Et à chaque fois, bien sûr, c'est spécifié. Ok, très intéressant. Et en parlant de stop loss, est-ce que tu penses, je dévie un petit peu, que le stop loss, il est obligatoire pour faire du trading, ou est-ce que tu penses qu'il y a des stratégies qui peuvent être valables? Je parle vraiment des particuliers sans stop loss. Est-ce que peut-être tu as certains clients qui traitent sans stop loss? Est-ce que ça a été plutôt favorable ou défavorable pour eux? Est-ce que parfois on dit je trade sans stop loss, je gagne plus d'argent, quand j'ai le stop, je vais me faire toucher, après ça revient dans le bon sens. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que... alors effectivement, j'ai des clients qui me disent ça, oui, mais quand je traite avec des stops, je me fais stopper, donc je préfère dégager plus de gains sans le stop. Mais au final, c'est que finalement, quand on n'a pas de stop, c'est qu'on a une perte admise qui est énorme. Donc un latent potentiel énorme. Voilà, donc en fait, effectivement, les positions, elles sont toujours ouvertes, elles sont en perte, les pertes sont parfois très importantes par rapport aux gains qui sont envisagés. Donc... si on voit sur le court terme, effectivement, c'est rentable. Sur le long terme, c'est pas une façon de procéder. Parce que si demain, on n'est plus assez capitalisé, il y a un moment, la position va être coupée. Exactement, voilà. On rappelle Exactement, quand on arrive à 50% de perte, la position est coupée. Donc, est-ce qu'il faut perdre autant de capital sur une seule position ou se dire finalement, j'ai quelque chose de plus raisonnable qui soit réfléchi et pensé et organisé avec le plan de trading? Exactement. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Alors peut-être sauf exception des personnes qui vont faire des stratégies de hedging qui sont un peu long and short, mais c'est une approche, on va dire, c'est assez rare. Et je pense que pour la plupart des gens qui nous écoutent, le stop loss c'est une priorité. Ça ne veut pas dire non plus d'avoir un stop loss toujours très très serré. Enfin, avoir aussi un stop loss intelligent. Et ça, évidemment, il faut se former. Donc, très, très très clair. Est-ce que tu as une troisième erreur, même s'il y en a d'autres, je le sais? Alors, la troisième, clôturer ses gains avant d'avoir atteint la limite. Et ça, je le vois très souvent. En fait, les clients voient la position, le gain augmenter, ils se disent « mais ça va peut-être baisser, mais Madame Chazal, ça va peut-être baisser, donc en fait, je clôture maintenant. » Mais non, vous avez pensé un plan de trading dans sa globalité, avec une perte admise par rapport à un gain que vous alliez chercher. Donc, ayez confiance en vous, laissez faire le marché. Quand le marché est en tendance, il peut y avoir parfois des petits contre-coups, mais la tendance va continuer. Donc, laissez le temps au marché d'aller chercher cette tendance jusqu'au bout. Même, vous avez fixé un plan, vous avez votre stop loss, votre take profit, votre risque par trade, votre ratio, tout est entre guillemets fait. Les dés sont lancés d'une certaine manière. Donc, si aujourd'hui, après, vous vous amusez à modifier, que ce soit le stop loss ou le take profit, vous ne respectez pas encore une fois les règles que vous êtes fixées. Et c'est le vrai problème des particuliers, ce que j'ai pu remarquer aussi avec mon expérience en interne chez un courtier, c'est qu'on a tendance à ne pas accepter la perte, donc on la laisse courir et on déplace le stop loss vers le bas, et le petit gain, on va l'accepter, on va le clôturer. Voilà. Et donc on a des ratios qui sont défavorables, mais encore une fois, sans aucune gestion. C'est extrêmement vrai ce que tu dis. Et ça on abaisse sans arrêt le stop, et par contre, on clôture les positions bien avant la ligne. Et au contraire, il faudra laisser courir les gains et essayer de couper les pertes. Je ne dis pas que c'est évident, il y a une partie de psychologie aussi, mais effectivement, tu dois le voir passer assez souvent. Alors, quelle est la prochaine erreur? Alors, prendre des positions plus importantes que ce qui a été défini dans le plan de trading. Ça, moi, je le vois très souvent. En fin de journée, quand un client a une bonne journée, il dit « Bon, j'ai fait 10, 15, 13 aujourd'hui, je suis bien. Finalement, je vais prendre une position un peu plus importante. » Et en fait, on prend en compte ce facteur chance au lieu de rester dans le rationnel du plan de trading. Donc ça, vraiment, vigilance là-dessus, extrême. Respectez les quantités que vous êtes fixées parce que ça correspond au budget que vous avez pour votre trading et au risque que vous êtes prêt à prendre. Donc ça, c'est hyper important. Et d'une certaine manière aussi à l'effet de levier que vous prenez sur vos positions selon les produits sur lesquels vous traitez. Si vous prenez une position trop importante par rapport à votre capital, c'est pas forcément bon. Donc il faut être capable de gérer ces aspects-là. Et aussi peut-être pour compléter ce que tu dis, chez IG, je pense que c'est comme ça, vous avez différents produits. Chaque produit a ses spécificités. Un contrat sur un euro-dollar ou un contrat sur un indice ou un contrat sur une crypto ou sur une matière première ne sera pas exactement la même chose. Bah c'est parfait. Faites attention à ne pas vous faire piéger par rapport à ça. Parce que la prochaine erreur qui était assez fréquente, c'était justement d'aller sur des marchés que l'on maîtrise mal. C'est-à-dire que, surtout quand on débute, on commence avec des marchés qui nous sont plutôt familiers, donc par exemple les indices, les actions, des choses qui nous parlent. Et c'est vrai qu'on
on va avoir tendance au bout d'un moment à se dire, bon, finalement, sans avoir fait de tests préalables, allez, aujourd'hui, finalement, je vais sur l'or. Mais l'or, c'est un marché qu'on maîtrise pas du tout. On n'a pas les codes, on connaît pas les niveaux, on connaît pas les réactions du marché. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui se produit assez souvent. Et toi, tu penses qu'il faut se concentrer sur quelques produits ou ça peut être intéressant lorsqu'il y a par exemple des tendances d'aller chercher tous les produits en tendance, ou est-ce que vaut mieux être spécialisé par exemple sur le SP500, sur le DAX? Alors moi, chacun a son propre avis par rapport à ça, mais dans la réussite de tes clients, généralement ils vont trader beaucoup de choses ou ils vont trader peu de choses? Alors, généralement, quand on débute, mieux vaut se concentrer sur peu de choses et après éventuellement diversifier quand on a plus d'expérience. En tout cas, moi, les clients pour lesquels ça fonctionne, ce sont des clients qui sont spécialistes sur leur marché. C'est-à-dire, j'en ai un, par exemple, c'est le DAX. Voilà, il ne fait que du DAX, mais il a bien compris les dynamiques de prix, il connaît les seuils très importants sur lesquels il y a des réactions du marché, et du coup, ça fonctionne. Après, c'est vrai que quand on a développé une stratégie sur le DAX, on peut se permettre d'aller sur d'autres indices, parce qu'il va y avoir quand même des corrélations, donc on pourrait aller sur le CAC. Donc après, pourquoi pas étendre? Mais encore une fois, quand on débute, voilà, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Faut rester un petit peu centré. Après, comme tu le disais, profiter des configurations de marché, et notamment pour ça, il y a des outils qui sont géniaux comme les screeners. Quand on voit qu'on a une configuration technique qui fonctionne bien, pourquoi ne pas aller la tester sur d'autres marchés? Mais c'est pas ce qu'on va faire en premier. Voilà, ça va être dans un second temps, quand on a une certaine expérience et en plus de positions qu'on a peut-être déjà, quoi. Voilà. Après, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Peut-être juste un petit bémol de mon point de vue. Tu parlais du coup d'un client qui fait exclusivement du DAX ou presque. Le problème, en tout cas avec ma propre approche, c'est-à-dire que je fais du trading directionnel, donc je vais chercher à capter des tendances. Si j'ai pas de tendance sur le DAX, du coup, je fais quoi? Je suis obligé d'aller chercher quand même d'autres produits. Donc l'idée où je te rejoins, c'est de pas d'avoir 30 millions de produits à traiter, mais avoir une petite liste pour quand même avoir des opportunités. Parce que parfois, sur le DAX, c'est possible de ne pas avoir tendance pendant un certain nombre de jours. Et donc, l'idée, c'est de s'écarter du marché. Et je pense d'ailleurs, c'est une des erreurs, je ne sais pas si tu l'avais noté, de vouloir trader quand il n'y a rien à faire. Il y a des particuliers qui vont chercher à trader alors qu'il n'y a rien sur le marché. Et je te rejoins dans le fait de trader uniquement sur le DAX, manque de diversification aussi. Donc là aussi, il y a un problème. Mais en tout cas, maîtriser au moins les produits. Voilà, exactement. C'est pour faire la différence entre débutants et plus expérimentés. Pour la prochaine erreur assez fréquente, on va parler d'overtrading. Et voilà, ça arrive assez souvent. Moi, j'ai des clients qui veulent prendre en fait leur revanche sur les marchés. Ils ont eu une mauvaise journée, 10 trades perdants, et là, ils se disent non, mais c'est bon. Et ça arrive vraiment souvent. Ouais, vraiment, ça arrive assez souvent. Ça arrive assez souvent, malheureusement. Et on rejoint les points qu'on a évoqués avant. Hein. C'est-à-dire, en fait, on sort complètement. Voilà, on sort du plan de trading, on sort de la taille des positions, on sort des marchés, on sort même des signaux qu'on avait définis et qu'on avait testés dans son analyse technique. Et là, c'est catastrophique. Ouais. Voilà. Et ça, ouais, l'overtrading, c'est un gros problème. Comment on peut... on a le plan de trading, c'est une réponse, mais comment on peut aider les personnes qui partent souvent dans l'overtrading à solutionner ces soucis? Parce que moi, ça fait 10 ans que je suis sur les marchés, j'accompagne des traders particuliers. On a beau leur dire un certain nombre de règles, il faut faire le plan de trading, faire ci, faire ça. Pour autant, ils partent quand même dans l'overtrading. Pour autant, ils ne respectent pas toutes ces règles. Est-ce que, alors, je ne suis pas certain que tu aies la réponse à ça, mais est-ce que tu penses qu'il y a une solution pour essayer de solutionner? Ouais, je sais pas comment tout à fait. Il y a des outils. Notamment la fonctionnalité Money Management de ProRealTime, qui est hyper bien faite, sur laquelle on peut définir une perte maximum ou un gain maximum par jour. Et on a la possibilité que ça bloque. Donc, c'est-à-dire... Déjà, ça met un cadre. Exactement, ça met un cadre et on a un pop-up qui va s'afficher à l'écran. Voilà, vous avez atteint votre gain ou votre perte maximum. Est-ce que vous voulez continuer à trader, oui ou non? Et si vous dites non, il vous bloque pour toute la journée. Et je sais que moi, pour certains clients, c'est nécessaire. Voilà, parce qu'ils ont besoin de ce garde-fou en plus pour le jour où c'est un peu trop, pouvoir cadrer les choses et dire stop. Mais super intéressant cet outil. Et en fait, le trader particulier qui va ouvrir son propre compte, qui peut avoir une activité professionnelle en parallèle, lui, en fait, il va devoir tout gérer. Ça veut dire la stratégie trading, la gestion du risque, le capital, etc. Lorsqu'on va parler de trader institutionnel, il y a une personne qui va s'occuper de gérer les risques, il y a une personne qui va s'occuper des fondamentaux, de l'analyse, etc. En tant que trader particulier, on doit être extrêmement structuré pour réussir à faire des choses. Et si effectivement on utilise des outils
qui vont se rapprocher des outils professionnels, comme par exemple un outil ou un script qui nous bloque après, je sais pas, 2 trades, qui nous empêche par exemple de vendre, je sais pas, de travailler la baisse sur les indices, selon encore une fois notre façon de faire, et ben ça nous permet de respecter le plan un peu de manière forcée. Et donc ça, il y a des outils sur qui fonctionnent bien sur PRT. Alors là, c'est pour les personnes qui ont vraiment besoin d'être cadrées. Heureusement, tout le monde n'a pas besoin de ça. C'est, disons que c'est en plus, quoi. C'est vraiment si on sent que ça déraille. Pour la prochaine erreur. Ne pas respecter la tendance de fond, ne pas écouter la tendance de fond et la tendance structurelle. Voilà, on le dit souvent, il ne faut pas être contre le marché, mais c'est exactement ça. Quand on voit que sur 4 unités de temps, c'est à la hausse, mais que sur son graphique 5 minutes, c'est à la baisse et on veut s'entêter à la baisse, non, voilà. Il faut écouter, et je pense que c'est ça aussi sur les marchés, c'est apprendre l'humilité et savoir que, bah voilà, parfois même si on a envie, bah c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut vraiment être attentif à ça, regarder plusieurs unités de temps pour ne pas avoir simplement une petite partie du graphique. Voir vraiment les choses dans leur globalité et appréhender le marché de façon globale. Et on le voit, hein, la plupart des particuliers généralement qui se lancent, des débutants, c'est normal, hein, tout le monde se lance dans un domaine, on ne peut pas être parfait très rapidement, mais souvent on a tendance à aller regarder le graphique en aurait, on va rien regarder d'autre. On va trouver notre niveau de support, notre résistance, ok c'est bon, mais ça suffit pas parce qu'il y a beaucoup de pièges en trading. Or, si on utilise la tendance trading directionnel, ça peut être une aide. Alors, c'est pas infaillible, il n'y a aucune stratégie qui fonctionne à 100%, mais clairement, c'est super pertinent ce que tu dis. Autre erreur, ne pas définir son money management. Donc, c'est-à-dire, on peut choisir d'entrer dans le marché avec un ratio de 1 pour 1, avoir un gain qui soit équivalent à la perte admise, avoir un gain qui soit 2 fois supérieur à la perte admise, mais en tout cas, il faut avoir réfléchi à cette question. Voilà. Exactement. Et c'est ça, c'est se poser la question. Combien je suis prêt à perdre et pour quel gain espérer? Et ne pas se poser cette question, c'est une erreur très fréquente qui amène à des pertes souvent lourdes. Encore une fois, c'est un problème d'avoir un trading qui n'est pas structuré. Je rebondis juste par rapport aux ratios. Donc, il y a les ratios neutres, on va risquer 1 pour gagner 1. On a les ratios favorables, on va risquer 1 pour gagner 2, 3, 4. Juste le ratio seul ne veut rien dire, il dépendra de votre stratégie et du pourcentage de trades gagnants que vous avez. Parce que je tiens à le préciser, il y a des personnes qui gagnent de l'argent, notamment ceux qui font du scalping, en risquant 1 pour gagner 0,5. Mais eux font du scalping, ont des niveaux très puissants et vont avoir un pourcentage de trades gagnants extrêmement important parce qu'ils vont chercher que quelques points. Donc quand j'entends sur Internet dire qu'il faut nécessairement avoir un ratio favorable, c'est pas toujours vrai. On peut très bien gagner de l'argent, si ce n'est avec un ratio neutre. Il suffira évidemment d'avoir plus d'un trade sur 2 gagnants. Voilà. Mais il faut réfléchir à la question à l'avance et pas arriver sans aucune organisation. On est bien d'accord. Il faut s'être posé la question et au moins avoir pensé la question, et quand on n'a pas un ratio favorable, savoir pourquoi, parce qu'effectivement, on a un ratio de trade gagnant, comme tu le disais, qui est hyper important, et du coup, on peut se permettre de ne pas avoir ce ratio favorable. Il faut vraiment combiner les deux, quoi. Pourcentage trade gagnant et ratio. Exactement. Le seul, ça doit dire. Ok, très bien. Autre point hyper important, et quand j'y pense, ça me fait rire, c'est ne pas avoir trop de graphiques. Et moi, je le vois souvent chez les débutants. Ils viennent me voir et me disent « Mais Madame Chazal, ça fonctionne pas. Pourquoi ?» Et je vois le graphique et il est complètement bariolé. D'indicateurs. Donc en fait, on ne voit rien. Attention, les indicateurs techniques, c'est une aide à la décision. Oui. Quand vous avez 5 indicateurs qui, franchement, vont souvent vous donner des indications inverses, ça ne va pas vous aider. Oui. Le premier élément de réflexion, c'est le prix. Donc, déjà, ça, c'est votre premier indicateur en soi. Et ensuite, rajouter quelques indicateurs, oui, mais quelques indicateurs qui soient pertinents et qui, finalement, ne vous retardent pas dans votre prise de décision, parce qu'il y a aussi quelque chose de très important dans le trading, c'est le timing. Quand on a 3-4 indicateurs à analyser qui ne nous donnent pas la même information, on perd ce timing. Donc vraiment, focus là-dessus, attention. Moi, ce que je recommande, c'est 3 indicateurs maximum sur le graphique, et déjà, c'est pas mal d'informations. C'est déjà amplement suffisant, et en tous les cas, les indicateurs, c'est ni plus ni moins que le reflet du prix. D'ailleurs, les indicateurs ne sortent pas de nulle part. Alors évidemment, on a certains indicateurs de volume qui sont un peu différents des indicateurs classiques, mais ça reste le reflet du prix. Tu disais que tu avais des clients, c'est peut-être un peu une anecdote, qui utilisent combien d'indicateurs? Tu as déjà vu des clients avec combien d'indicateurs sur le marché? Il fait un peu peur. Sur lequel j'avais vu, il avait 6 indicateurs. J'ai vu pire. Hein. Voilà, il y avait du stochastique, il y avait des moyennes mobiles, il y avait un MACD, un RSI. Alors, il n'y avait pas Ishimoku complet, mais il y avait quand même la Tenkan. Okay. Donc,
je veux dire, c'était à la fois sur le graphique et à la fois sur les indicateurs déportés. Franchement, c'était incompréhensible. Ajoutez à ça les supports, les résistances, les lignes de tendance haussière et baissière. Mais c'est souvent, en fait, le client, il a envie d'être rassuré. Exactement. Et il est rassuré par les indicateurs, parce qu'en fait, c'est pas forcément une bonne chose d'en avoir trop. Voilà. C'est un outil d'aide à la décision, comme tu l'as dit. Et juste pour une petite parenthèse, vos clients qui réussissent à faire des choses intéressantes utilisent quoi généralement comme indicateur? Est-ce que tu as peut-être un bout d'étude par rapport à ça? Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que ce qui fonctionnait le mieux, c'était de rester simple, avec surtout des éléments. D'accord. Donc, ce qui fonctionne, c'est le prix, simple. Éventuellement, des représentations graphiques comme Ekenashi, Kagiline, ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner. Ishimoku, voilà, mais vraiment simple. Ishimoku, sans plus Sans rien. Voilà, sans rien rajouter d'autre. Ou alors le prix avec des moyennes mobiles. Et moi, j'ai même des clients qui font tout simplement du prix, support, résistance, ligne de tendance et figure graphique éventuellement. Épaule, tête, épaule, biseau, ce genre de choses. Et sans indicateur supplémentaire. Et ça fonctionne extrêmement bien. Oui, parce que ça reste le reflet du prix. Et lorsqu'on est bon, on n'a pas besoin d'indicateurs. Mais moi, pour être très honnête, j'utilise des indicateurs, notamment des moyennes mobiles, comme une moyenne mobile de 100 périodes exponentielles, un RSI, mais je ne vais pas aller au-delà. Voilà, Je trouve que c'est des indicateurs qui sont intéressants parce qu'ils sont utilisés par énormément de monde. c'est ça. Donc ça donne des informations. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme tout le monde. Par exemple, typiquement avec le RSI, la zone des 30 et la zone des 70, je pense que vendre la cassure des 70, c'est pas forcément une bonne idée. Acheter la cassure des 30 non plus, c'est pas une bonne idée. Mais il y a des indications tout de même parce qu'il y a énormément de gens qui les utilisent. À l'inverse, d'autres indicateurs moins populaires comme le Super Trend ou d'autres où c'est un peu plus piégeux. Et parfois, effectivement, tu as raison, on peut uniquement se baser sur la lecture des prix. Bah, c'est une très bonne transition que tu fais parce que justement, la dernière erreur très fréquente, c'est d'utiliser des indicateurs qu'on ne maîtrise pas. Oui. Donc là, tu en as Voilà. cité quelques-uns et justement, c'est un bon exemple parce que moi, j'ai des clients qui viennent me voir qui me disent « Oui, je comprends pas, ça fonctionne pas. Mais vous utilisez quoi ?» Là, il me cite par exemple le stochastique. Je dis « D'accord, mais vous savez L'utiliser. comment ça fonctionne ? Quelle est votre stratégie par rapport au stochastique ? » Ah, bah justement, voilà. C'est ça aussi le problème. Donc, utilisez des indicateurs pas trop et utilisez des indicateurs que vous maîtrisez. Renseignez-vous. Il y a énormément de choses qui existent sur des forums. On peut trouver facilement, même sur ProRealTime. Hein, sur ProRealTime, à chaque fois que vous rajoutez un indicateur, il y a un paragraphe entier qui explique la façon dont il est calculé et son interprétation. Donc ça, vraiment, servez-vous de tout ça. Le trading, c'est de la formation. C'est comme tout, ça s'apprend. C'est une formation continue. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner. Et... Après, le problème, et c'est aujourd'hui un petit peu avec notre société, entre guillemets, c'est qu'on est toujours attiré par des nouvelles choses. On a l'impression qu'il y a toujours des nouvelles stratégies. Il y a le Smart Money Concept, après il y a ICT, après il y a le scalping, après c'est plus le scalping, c'est l'intra-scalping qui devient la mode. Il y a toujours des nouvelles choses. Et c'est ça aussi qui attire, entre guillemets, les traders particuliers et d'une certaine manière vos clients à avoir de nouveaux indicateurs, de nouvelles stratégies, de nouvelles choses. Encore une fois, il n'y a pas de stratégie miracle, c'est ce que j'explique régulièrement sur la chaîne YouTube. Basez-vous essentiellement sur les prix, faites-vous aider par certains indicateurs. Et pour conclure cette vidéo, ayez un plan de trading. Si j'ai bien compris, c'est la pire des erreurs. Ouais. Et au-delà de ça, moi, pour aller beaucoup plus loin, et c'est vraiment ça, moi, j'ai remarqué qu'il faisait mal pour un certain nombre de clients que j'ai pu accompagner lorsque j'étais dans ta position chez un courtier, c'est l'effet de levier, la mauvaise gestion de l'effet de levier. On va prendre des positions tellement importantes, on en a déjà parlé, mais ça fait pas mal de le rappeler. Parce qu'aujourd'hui, si on fait des erreurs, si on se lance avec un compte de trading et qu'on prend un effet de levier neutre, c'est-à-dire faible effet de levier d'une certaine manière, un effet de levier de 1, même si aujourd'hui ça se passe mal, c'est très difficile, pour être honnête, de cramer un compte. En revanche, si on utilise de l'effet de levier, ça peut aller très vite. Et souvent aussi, les particuliers ne savent pas le gérer. L'effet de levier peut être un atout, mais il faut savoir le gérer et l'utiliser un peu. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on a des effets de levier qui sont maîtrisés, qui vont jusqu'à 30. Et souvent, j'ai des nouveaux clients qui viennent me voir, qui me disent « Oui, mais Madame Chazal, moi, chez mon précédent broker, qui est basé à Chypre ou ailleurs, j'avais 100, 200 d'effets de levier, je voudrais la même chose. » Mais en fait, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, c'est un danger très important. Et juste pour conclure par rapport à l'effet de levier, ce que tu disais, une autre question importante, c'est pas une erreur, mais c'est une question quand même très importante qu'il faut se poser, c'est que combien je suis prêt à investir pour me lancer dans le trading, et cette somme, ça doit toujours être une somme dont on n'a pas besoin pour vivre. Voilà. Clairement. Ça doit être Bon sens. une somme en plus. Donc, voilà, rappelons-le, parce que trop souvent, les personnes oublient ce facteur-là aussi. Et moi, j'ai vu quelque chose, petite anecdote pour terminer, qui m'a vraiment fait peur. J'ai vu des personnes faire des crédits pour faire du trading.
Alors là, tout de suite, on vous le dit, ne faites jamais ça. C'est la Jamais. pire des choses à faire parce que derrière, vous avez fait un crédit, vous devez rembourser un crédit, vous allez avoir une pression énorme sur les marchés. Donc autant vous dire que votre stop loss, vous n'allez jamais l'accepter, vous allez le placer vers le bas. Bon, c'est du bon sens, petite anecdote, heureusement c'est extrêmement rare. Mais voilà, respectez l'ensemble de ces règles le plus possible. Évidemment, c'est pas forcément facile au départ, mais ça se travaille et faites-vous accompagner, faites-vous former. Merci beaucoup Maëva pour cette vidéo, pour toutes les informations que tu nous as données. Merci. Si vous avez des questions dans les commentaires, abonnez-vous évidemment à la chaîne YouTube et je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.